Je m'appelle Paul Baléguin. Nous allons pouvoir avoir une conférence débat sur le dialogue. Moi, je vais animer la première partie qui concerne le dialogue en République démocratique du Congo de 1994 jusqu'à nos jours. Il y a mon collègue Claude Kiringa qui va vous entretenir sur le deuxième sujet. Quelles sont les alternatives au dialogue en République démocratique du Congo? Tout d'abord, nous devons, avant d'entrer en matière, qu'est-ce que c'est le dialogue? Selon Larousse, le dialogue est une discussion entre personnes, entre partenaires ou adversaires politiques, idéologiques, socio-économiques, en vue d'aboutir à un accord. À ce titre, il est synonyme de concertation, de pourparlers, de négociations entre les différents partenaires sociaux. Mais le dialogue dont nous parlons ici, ça doit être normalement un dialogue qui engage les partis politiques, qui engage tous les partenaires sociaux, c'est-à-dire la classe, la société civile et tous les acteurs en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous savons que les partis politiques, de par leur essence, ils ont l'objectif principal de la conquête, de l'exercice et de la conservation du pouvoir. Et à ce titre, leurs objectifs divergent. Et par cette divergence, ils sont toujours en compétition permanente pour pouvoir gagner les élections et éventuellement accéder à la gestion de la chose publique. Mais nous savons aussi très bien que pour pouvoir répondre à toutes les demandes de la population, seule la compétition ne peut pas toujours résoudre le problème. Il faut qu'il y ait une certaine concertation entre les partis ou les interlocuteurs lors du dialogue. Pour ce faire, nous devons savoir que le dialogue doit avoir certaines caractéristiques. Tout d'abord, un dialogue entre les différents partenaires, c'est considéré comme un dialogue social. Selon l'Organisation internationale du travail, le dialogue social inclut toute forme de négociation, de consultation ou tout simplement d'échange d'informations entre les représentants des divers partenaires sociaux, tels que le gouvernement, des partenariats, des patronats et que sais-je encore. Et lors d'une discussion, il y a certaines caractéristiques que le dialogue doit comprendre. Il y a la compétition et la coopération entre les partis politiques qui font partie du dialogue doivent aller de pair. Bien que le Parlement soit un espace essentiel de dialogue entre les partis politiques, leur fonctionnement général et les tensions existent entre les partis politiques. Les mécanismes de dialogue entre les différents acteurs sociaux supposent généralement la conduite du dialogue plus organisé, sous les auspices d'un facilitateur qui est intègre et impartial. Ce sont des conditions sine qua non pour la réussite. Pour bien fonctionner, les mécanismes de dialogue entre partis politiques ont besoin de partis forts qui sont bien organisés et qui travaillent dans le contexte de leurs objectifs respectifs. Le dialogue entre les partis ne se déroule jamais en vase clos. Il doit comprendre également de nombreux acteurs de la société.
qui peuvent y prendre part en fonction du contexte, des objectifs et de l'organisation du processus. Ça, ce sont les caractéristiques de tout dialogue qui peut, si on veut, bien réussir. Et pour ce faire, il y a le timing par rapport aux événements auxquels il faut apporter la solution qui compte dans l'organisation des dialogues. Tu ne peux pas chercher à avoir un dialogue pour résoudre un problème qui est déjà dépassé. Il faut identifier les mécanismes de coopération entre les parties en place. Il faut définir le rôle du partenaire du Parlement en tant que plateforme du dialogue et de débat entre les parties. Étudier et expliquer les raisons profondes pour lesquelles les partis politiques souhaitent disposer d'un espace complémentaire d'interaction. Il faut expliquer de quelle façon le dialogue entre partis peut être utile au débat parlementaire, qui se trouve être l'espace le plus propice pour pouvoir engager le dialogue entre les partis politiques et le pouvoir en place. Faire participer à la fois des représentants parlementaires et des acteurs sociaux. Alors, il faut aussi évaluer de bonnes façons le dialogue entre partis pour aider les politiques à s'auto-évaluer et des institutions à bien fonctionner en tenant compte de leurs faiblesses et leurs difficultés. Ceci dit, ce sont des bases. Il faut qu'on comprenne tout d'abord pourquoi certains dialogues échouent. Pourquoi? Puisqu'ils ne rencontrent pas certains critères que nous venons d'énumérer. Donc, selon les définitions que nous avons vues et quels sont les mécanismes qui peuvent être appliqués au dialogue et dans quel contexte et quelles sont les chances de succès de chaque dialogue, nous allons passer au crible quelques négociations ou dialogue ou concertation selon les définitions que nous venons de vous élaborer ici pour voir quelles sont les raisons pour l'échec ou le succès de ces dialogues à travers le temps. La première, nous allons parler de l'acte constitutionnel de transition qui a été signé en avril 1994. Et cet acte constitutionnel n'est que l'aboutissement de la Conférence nationale souveraine. Comme vous le savez, il y avait la Deuxième République avait pour constitution une constitution du 24 juin 1967. Et cette constitution a été révisée plusieurs fois, de 1970 et de 1974. Le 4 août 1982 est fondé, il y a l'acte de août 1982 est fondé sur le compromis global signé le 31 juin 1992 par différentes composantes de la Conférence nationale souveraine et par les représentants du président Mobutu. Malgré ces compromis politiques qui a abouti à une sorte de nouvelle constitution, Mobutu n'a jamais signé cette constitution ou ne l'a jamais appliquée. Bien au contraire, le 2 avril 1993, il va proposer un autre texte, l'acte constitutionnel harmonisé, qui a été préparé par ces gens en dehors de la Conférence nationale souveraine. Et selon cet acte, tout le pouvoir
qu'on lui avait retirées lors de la conférence nationale souveraine. Il les a récupérées à travers son acte constitutionnel harmonisé. Et non seulement ça, le Parlement qui avait été proposé, il a essayé de fusionner les hauts commissariats et le Parlement qui était en place pour pouvoir en faire un seul organe. Alors, quelles sont les leçons que nous tirons de la conférence nationale souveraine? Tout d'abord, de l'acte harmonisé, il y avait Mobutu essayé d'arranger son image. C'est-à-dire, il y avait un compromis entre les deux tendances politiques. D'un côté, il y avait l'opposition et la société civile, et de l'autre, c'était les camps qu'il représentait. Le nom du Congo est confirmé. Les membres des deux assemblées en lutte, dont je vous ai parlé, ont formé une chambre unique. Le pouvoir exécutif est partagé. Ceci, non sans confusion, entre le président de la République et le Premier ministre, qui est choisi par l'opposition. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Quelles sont les leçons que nous avons tirées de la conférence nationale souveraine? Les participants à la conférence nationale souveraine n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, il y a eu l'ascendance de la compétition sur la volonté ferme de résoudre le problème, qui est la coopération dans l'intérêt supérieur de tout un peuple. Les représentants du pouvoir cherchaient par tous les moyens à torpiller les acquis de la CNS, qui avait dépouillé Mobutu de quelques-uns de ses pouvoirs importants. Étienne Tshisekedi, bien qu'étant élu Premier ministre de la Conférence nationale souveraine, a été démis de ses fonctions par Mobutu. Bien que les résultats de la CNS étaient censés être opposables à tous, le pouvoir, appuyé par les tribunaux et les cours, a défié la volonté du peuple exprimée à travers la CNS. La situation en RDC a demeuré confuse jusqu'au départ de Mobutu à l'exil, à l'avancée de l'AFDEL. C'est pour vous faire voir que la conférence nationale souveraine, qui était saluée comme le salut du peuple congolais, a été torpillée par la volonté des négociateurs qui, au lieu de coopérer, ils avaient opté pour privilégier la compétition, comme je vous ai expliqué un peu plus haut. Après la conférence nationale souveraine, nous avons les négociations pour le départ de Mobutu. Ces négociations, comme vous le savez aussi bien que moi, le 4 juillet 1994, il y a eu 2 troupes de l'AFDEL qui ont été créées avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda. Et ces troupes ont voulu marcher sur le Congo. C'était par une volonté exprimée des Gadamés de se venger de Mobutu qui continuait à soutenir Abiyarimana contre sa propre armée. Alors, devant l'avancée des troupes, l'AFDEL a balayé le Congo en moins de 6 mois. Ils avaient gagné presque tous les territoires congolais. Ils avaient gagné tout l'Est. Donc tout l'Est du Congo, le Chaba, le Bandundu et le Kasaï. Devant cette pression, Mobutu ne savait plus à quel sens se vouer. Il était contraint de quitter. Je crois que l'ONU est intervenue. C'est ainsi que Laurent Désiré Kabila s'est rendu au Cap en Afrique du Sud. C'était du 24 au 27 février 1997.
où il avait rencontré George Moose, qui était le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines, et Mohamed Chamoun, l'envoyé spécial de l'ONU et de l'OIA. Il a été reçu et de suite de cette rencontre, il y a Nelson Mandela qui a été désigné comme le facilitateur. Souvent, dans des conflits, un facilitateur, ça doit être un homme intègre, impartial, et qui a une certaine notoriété ou le pouvoir d'influence sur les partis pour pouvoir les convaincre à privilégier la coopération plutôt que la compétition. De suite de cette médiation de Mandela, il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre à Pointe-Noire le 4 mai 1997 à Brazzaville, où cette rencontre a été facilitée par Nelson Mandela. Comme je vous l'ai dit, Mobutu très fatigué, il ne pouvait rien, mais il n'y avait que Kabila qui demandait l'assistance pour que Mobutu parte. Et cette rencontre n'a pas pu porter beaucoup de fruits. Il devrait y avoir une autre rencontre qui a été reportée, mais Kabila ne s'était pas présenté pour évoquer des raisons de sécurité. Et c'est ainsi que cette rencontre devrait avoir lieu le 16 mai 1997. Mais le 17 mai 15 mai 1987, Kabila invoque des problèmes de sécurité. Et le 16 mai, Mobutu s'en va en exil. Et comme vous le savez, le 17 mai 1997, Kabila entre. Donc, il y a eu manque de stratégie de la part de Mobutu. Mobutu avait choisi un mauvais timing pour accepter le dialogue avec Kabila. Non seulement ça, il y a aussi les participants à cette conférence n'avaient pas les mêmes objectifs non plus. Kabila ne voulait pas entendre de la volonté de Mobutu, comme il était déjà en position de force. Et ça n'a pas pu aboutir à cause de tous ces problèmes, bien que le modérateur ou le facilitateur voulait imposer sa volonté à toutes les parties. Mais devant des difficultés énormes, devant les succès de l'AFDEL, Kabila a pu l'emporter sur Mobutu. Nous avons aussi il y a l'accord de Sun City. Comme vous savez très bien, après Kabila père, il y a eu des problèmes énormes. Il a été succédé par son fils, Joseph Kabila. C'est ainsi que tout le peuple congolais, tous les acteurs sociaux avaient jugé opportun qu'il se rencontre en Afrique du Sud pour résoudre le problème qui s'est posé à la nation congolaise. Alors, il y a eu des mouvements de rebelles, il y a eu la société civile. Tous ces gens s'étaient rencontrés en Afrique du Sud pour résoudre le problème du Congo. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de ce congrès, il y a eu, l'accord a été créé visant à mettre en place un gouvernement unifié et multipartite, ainsi qu'une feuille de route pour les élections démocratiques. L'accord permit, entre autres, à Joseph Kabila de demeurer président de la République pendant une période de transition de 2 ans. Il était également prévu que Kabila partage le pouvoir avec 4 présidents. Et je ne vous apprends rien. Mais qu'est-ce que nous avons constaté?
Les leçons que nous avons tirées de tout ça, il y a eu, après la signature de l'accord, des critiques révélèrent que rien ne prévoyait l'unification de l'armée. Ce qui affaiblissait l'efficacité du traité. Aucun compte rendu détaillé contenant les procès-verbaux des négociations, les rapports des commissions et les résolutions ne furent remis aux délégués à l'issue de la rencontre, ce qui rendait beaucoup plus difficile l'application des accords. L'UDPS a été dupé dans l'application des termes de cet accord. Le poste de vice-président qui devrait revenir à l'UDPS a été confié à Zaïd Ngom. La signature de l'accord engendra une diminution des combats, mais sans toutefois mettre fin à la guerre. Kabila a muselé l'opposition et noyauté tous les membres du gouvernement issus d'autres groupes d'opposition pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, quand les interlocuteurs vont dans une négociation avec des idées préconçues où ils ne sont pas de bonne volonté pour pouvoir négocier, pour une raison ou une autre, on aboutit toujours à un fiasco. Il y a les négociations entre le CNDP et la RDC. Comme vous le savez aussi bien que moi, il y a eu des accords en janvier, il y a eu des accords entre le CNDP de Nkunda Batware et la République démocratique du Congo. Ces négociations n'ont pas duré. Pourquoi? Puisque d'autres membres de CNDP qui étaient démobilisés et qui ont été incorporés dans l'armée nationale congolaise s'étaient mutinés lorsque Laurent Nkunda Batware, sous l'instigation de l'ONU, a été arrêté en janvier 2009. Et la suite, vous le savez, c'est le mouvement du M23 qui a été créé. M23 qui représente la date où les négociations entre Nkunda Batware et la République démocratique du Congo ont été signées. Donc ça a été signé le 23 mars 2009. Et même après, il y a eu aussi des négociations entre la République démocratique du Congo et le M23. Toutes ces négociations n'ont pas abouti. Pourquoi? Tout d'abord, il fallait une certaine bonne volonté dans le chef des acteurs principaux. Quels étaient les acteurs principaux dans cette guerre? Il y avait le Rwanda, il y avait l'Ouganda, et même le gouvernement de Kinshasa n'était pas vraiment transparent vis-à-vis de sa population. C'était un flou total. Alors quand on va dans un dialogue ou des négociations avec des idées préconçues, ou qu'on n'est pas disposé à accepter les résolutions qui seront issues du dialogue, donc c'est quelque chose qui est voué à la mort. Et l'écart le plus récent, c'est l'accord d'Addis Abeba. L'accord d'Addis Abeba de 2013. Cet accord a été initié par l'ONU. Pourquoi l'accord a été initié? C'est-à-dire qu'il y avait une guerre à l'est du Congo où beaucoup de pays africains, soit étaient déjà dans cette guerre. On a le Burundi, on a l'Ouganda, on a le Rwanda. Et il y avait des pays qui appuyaient la République démocratique du Congo, comme le Zimbabwe, l'Angola, et d'autres pays qui voulaient aussi intervenir pour pouvoir mettre fin à l'arrogance du Rwanda, qui continuait à faire des incursions sur les territoires congolais. Alors, l'Est du Congo représentait les chutes
pour la communauté internationale. Ils savaient très bien que si d'autres pays intervenaient, ils allaient mettre fin à leurs transactions commerciales qui les profitaient. Il fallait coûte que coûte trouver une issue de secours pour pouvoir protéger ce coin du Congo. C'est ainsi qu'ils ont initié une rencontre à Addis Abeba où il y avait la participation de beaucoup de pays africains qui ont signé cet accord. Mais le gouvernement congolais étant là, ils ont profité. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet accord? Qu'est-ce que les accords d'Addis Abeba demandaient? Ils demandaient au gouvernement congolais d'entreprendre des réformes internes. Et pour moi, de promouvoir les objectifs de la réconciliation, de tolérance et de la démocratisation du Congo. Donc, pour beaucoup de partis politiques congolais, cet accord cadre ouvrait implicitement la voie à un dialogue national qui, selon lui, devrait être inclusif et piloté par un médiateur international. Qu'est-ce qui s'est passé? Kabila a sauté sur l'occasion pour duper les Congolais. Sachant très bien qu'il ne voulait pas conjuguer avec les Congolais, il a appelé les consultations nationales de 2013. Et comme je vous ai dit, ces consultations nationales ont été conçues et dirigées par son propre clan politique, qui est le PPRD. Je crois que je vous ai donné une définition ou les caractéristiques d'un succès à un dialogue ou des négociations. Quand vous regardez très bien, la procédure qui a été adoptée par Kabila ne répondait pas à tous ces critères. Les facilitateurs venaient de son clan, les organisateurs venaient de son clan. L'agenda, je vous ai dit que l'agenda doit être mis en place de façon à répondre aux objectifs politiques et économiques et aux objectifs sociaux de tout un peuple. Mais l'agenda de Kabila, c'était pour se maintenir au pouvoir. Et les résultats, vous les connaissez. Il y a eu des résolutions qui ont été votées, mais ces résolutions n'ont jamais été appliquées. Et maintenant, il y a encore récemment un dialogue qui a été initié par le président, où il a rencontré toutes les forces vives, y compris des partis politiques, pour pouvoir organiser un dialogue. Qui nous dit que ce dialogue qu'il va organiser maintenant, puisqu'il suit toujours le même schéma. Des consultations ont été faites par sa famille politique. Le modérateur n'est pas connu. Les objectifs même ou la feuille de route du dialogue n'est pas connue non plus. Et je vous ai parlé d'un timing. Pourquoi Kabila a choisi maintenant pour organiser le dialogue alors qu'il est fait mandat, alors qu'il a eu plusieurs années pour le faire? C'est en réunissant tous ces facteurs ensemble, on peut conclure que ce dialogue-là, tout d'abord, il est contesté par des gens qui sont censés être des acteurs. Beaucoup de partis politiques sont contre ce dialogue. Il y a une grande partie de la société civile est contre ce dialogue. Donc, il n'aura pas le moyen de trouver un consensus. Et quand on n'a pas de consensus, je crois que le dialogue ne vise pas les mêmes objectifs. Bien au contraire, c'est basé sur une compétition qui est destinée pour la consommation publique afin de se maintenir au pouvoir. J'ai terminé, je vous remercie. En guise de préambule, je voudrais dire ceci. Très peu de débats politiques au Congo ont récemment fait couler plus d'encre que celui qui a porté sur la nécessité ou non
d'un dialogue réunissant le régime dictatorial de Kinshasa avec les opposants à ce régime. Ce débat a d'autant plus fait rage que le dit dialogue est censé mettre face à face le camp du régime de Kinshasa et celui du véritable vainqueur des élections de 2011, à savoir M. Tshisekedi. D'aucuns diraient, quel étrange compagnonnage! Une expression anglaise bien connue traduirait peut-être de mieux cet étonnant attelage. Strange bedfellows. Je vous fais grâce à la traduction au risque de paraître vulgaire. Cet étrange dialogue est ardemment prêché par le régime lui-même, bien sûr, et ce pour des raisons évidentes sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Mais étonnamment, ce dialogue est aussi ardemment recherché par une portion des cadres de notre parti et une partie de politiciens congolais. À y voir de près, l'on se rend compte que les motivations véritables des uns et des autres sont aux antipodes de ce que devrait être vraiment le dialogue. Et surtout, ce qui est le plus grave dans tout cela, ces motivations sont très loin des aspirations et des intérêts supérieurs du peuple congolais, que tout ce beau monde prétend avoir à cœur. En tant que citoyen congolais, et j'insiste bien en tant que citoyen congolais, et pas seulement en tant que cadre de l'UDPS, je me suis posé la question de savoir quelles étaient les motivations profondes qui animent tout ce beau monde. Je vais m'atteler dans les prochaines minutes à caractériser ce qu'on peut appeler les dialogueurs. Je vais décortiquer leurs motivations pour montrer l'inutilité d'un dialogue en ce moment-ci. Évidemment, je ne vais pas laisser les choses au niveau du décortiquage et de la mise à nu des faits. Je vais aussi m'atteler à dégager des pistes alternatives à ce soi-disant dialogue. Je dois dire ici que je qualifie, n'est-ce pas, tout ce beau monde qui va à ce dialogue-là de dialogueur. C'est un terme que j'ai vu quelque part dans les forats des Congolais et j'aime bien le terme, je l'ai adopté, dialogueur. Ceci ne sera pas une conférence académique savante, c'est juste une série de réflexions personnelles. Et ces réflexions feront très peu référence, ou peut-être pas du tout, à quelque travail savant que ce soit. Donc, des réflexions purement personnelles. Des motivations des dialogueurs. Commençons d'abord par caractériser les principaux acteurs de ce dialogue. Deux camps sont en présence dans ce dit dialogue. D'un côté, nous avons un président de la République de fait, qui a largement triché en 2011 pour s'offrir un deuxième mandat à la tête du pays. Ce président multiplie tous les subterfuges possibles pour prolonger son mandat au-delà de son terme constitutionnel. Et pourtant, le fameux article 220 de la Constitution, que ce président de la République a fait adopter lui-même par référendum en 2006, le lui interdit formellement. Au 19 décembre 2016, c'est la fin officielle du deuxième mandat que Joseph Kabila s'est octroyé à coups de char et de tripatouillage en 2011. De l'autre côté de la table à prêter pour ce dialogue, il y a une portion congrue de la direction nationale de notre propre parti, dont essentiellement des gens que vous connaissez bien. Je ne veux pas citer leurs noms, mais ils sont bien connus. Celui qui est le secrétaire général, M. Mavungu, et d'un certain nombre d'autres dirigeants nationaux. Et autour d'eux, il y a une flopée de divers membres de la famille de notre chef. La présence de la famille biologique de notre chef est tellement flagrante dans ce schéma que le commun des mortels affuble ce camp de dialogueurs du nom de dialogueurs familiaux. C'est aussi quelque chose que j'ai lu quelque part abondamment par les forats congolais. Il y a bien sûr le cas pathétique de Némoin Danseni, que vous connaissez tous, mais ce dernier a tiré les leçons de sa mésaventure et a, tout au moins momentanément, jeté l'éponge.
Les raisons animant les dialogueurs du régime sont limpides. 1. Joseph Kabila veut prolonger son régime au-delà de la date butoir 19 décembre 2016. Et ce n'est un secret pour personne. Il veut opérer un, entre guillemets, glissement, comme le dit si bien la population congolaise. 2. Joseph Kabila et un certain nombre de membres du régime veulent échapper aux éventuelles demandes de compte post-mandat sur leur gestion. 3. Ils veulent gagner du temps en vue d'un glissement. Par contre, les raisons animant les dialogueurs familiaux sont moins claires. Ils ont tenté de les expliquer dans un document dit feuille de route attribué à M. Tshisekedi. En bref, leurs raisons officielles sont entre autres les suivantes, et je me limite juste aux grandes lignes. 1. Régler le contentieux électoral de novembre 2011 et son corollaire qui est la crise de légitimité. 2. Identifier les responsables de la fraude électorale des élections organisées en 2011. 3. Définir un processus électoral consensuel. En regardant superficiellement ces raisons, on n'y verrait pas de problème. Mais l'anguille est sous la roche du comportement de la junte familiale susmentionnée, ainsi que des problèmes de leadership énormes auxquels nous faisons face, et qui ne sont un secret pour personne. Je vais parler dans le détail de ça. 1. Du leadership de l'UDPS. C'est un secret de Polichinelle que notre chef est malade depuis plus d'1 an, et qu'en son absence, et certainement par manque de prévoyance, du leadership, et de la part de nous tous probablement, et de sa part aussi, la direction politique du parti, du DPS, s'est effondrée et a laissé place à une instrumentation sans borne du secrétaire général de l'UDPS par un cercle étroit de la junte familiale en vue de soit avoir accès à la mangeoire avant que l'irréparable n'arrive. Vous voyez de quel irréparable je parle, soit à carrément mettre le fils de ce dernier à sa place à la tête de l'UDPS via des méthodes d'un machiavélisme d'un autre âge. Voilà la vraie motivation derrière l'envie de dialogue qui anime les dialogueurs familiaux. Ils veulent aider au glissement de Joseph Kabila, moyennant une aide en tout genre de la part du régime dans leur quête de la prise de pouvoir au sein de l'UDPS. 2. Du comportement. La junte familiale a subitement d'énormes moyens financiers pour faire des vas-et-viens entre Bruxelles et Kinshasa, ainsi que des tournées onéreuses de délégations de plus de 10 personnes à travers le pays. Pendant ce temps, le secrétaire général du parti n'est même pas capable de se déplacer d'un point à l'autre de Kinshasa. D'où vient donc cette manne subite? De l'inutilité du dialogue préconisé actuellement. En âme et conscience, je voudrais donner ma position clairement sur ce dialogue. Le dialogue tel que préconisé par les dialogueurs, tous compris, est inutile, voire dangereux. Il est inutile car, 1. Le peuple n'en veut pas. Il suffit de voir les événements des 19, 20 et 21 janvier 2015. 2. Les rares personnes lucides de la scène politique et intellectuelle congolaise n'en veulent pas non plus. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens lucides sur la scène politique congolaise ces jours-ci, ni parmi la gente intellectuelle congolaise. Il est dangereux car il réduit la visibilité et le rayonnement de l'UDPS. En préconisant leur dialogue avec le régime, les dialogueurs familiaux laissent le champ de la contestation, même de façade, même une contestation de façade, la contestation du régime à l'opposant de la 11e heure qu'est Vital Kamerhe et autres lâcheurs du régime de dernière minute
du genre Kyungu et Co. Je n'aime pas les appeler G7, je ne veux pas les appeler oui, non, je ne veux pas les affubler d'un sobriquet qui prend et qui fait leur publicité. Pour moi, c'est des lâcheurs du régime de dernière minute. Comme on dit, quand le bateau coule, qu'est-ce que les rats font? Ils s'échappent. Il est dangereux car, 2, en favorisant le glissement, les dialogueurs familiaux et autres rejoignent le camp de l'imposteur qu'ils appellent camp du statu quo. Camp du statu quo, c'est entre guillemets, parce que ça vient d'un document que j'ai cité plus tôt. Ils deviennent des alliés objectifs du régime qui va jusqu'à faire voyager les dialogueurs, tous, avec des passeports de service ainsi que des ordres de mission d'agences bien connues, que vous connaissez tous. N'est-ce pas? Et ces agences ne sont pas nécessairement les meilleurs amis de l'UDPS. 3. Son timing, comme l'a dit Paul, et souligné Paul tout à l'heure, son timing est pour le moins insolite. Alors qu'en 2011, fort de sa victoire claire aux élections, et donc en position de force, M. Tshisekedi n'a rien voulu entendre du dialogue. Et à juste titre. Ce n'est pas maintenant qu'il est en position de faiblesse avec le renforcement du régime ces dernières années qu'il va le faire. Ceci semble d'ailleurs accréditer le soupçon selon lequel ce n'est pas Étienne Tshisekedi lui-même qui a donné des instructions pour cet infâme dialogue, mais plutôt des individus tapis dans son entourage familial, et cela à son insu et pour des motifs autres que l'intérêt supérieur du Congo. Joseph Kabila tente de rester au pouvoir au-delà de la date butoir du 19 décembre 2016. Et notre propre leadership, ou ce qu'il en reste, est en train de l'y aider. Voilà pourquoi nous devons énergiquement boycotter cet infâme dialogue que le régime de Kinshasa utilise comme bouffée d'oxygène pour glisser allègrement vers l'après 2016. Nous ne sommes pas naïfs non plus, hein? Le glissement est déjà en route, car le calendrier électoral actuel ne tient plus la route, et le régime, ceci n'étant plus un secret, n'a pas d'argent pour organiser les élections. Cependant, de là à faciliter ce glissement en instrumentalisant un M. Tshisekedi qui est malade pour que Kabila y arrive est abject et inacceptable. Le peuple a le devoir légitime de barrer la route à ce dialogue qui n'est qu'une supercherie fabriquée pour aider le régime contre quelques retours de manivelle. En guise de conclusion, quelles alternatives par rapport à l'infâme dialogue? Ayant argumenté si haut en défaveur du dialogue, comme étant inutile et dangereux pour le peuple congolais, il nous reste maintenant à baliser rapidement les alternatives possibles face au dialogue. Je perçois quelques alternatives, dont les 4 possibles suivantes. L'action menée par des anciens caciques du régime, auto-affublés du sobriquet de G7, j'ai dû quand même l'utiliser, l'évitement des faux pénaltys de Moïse Katumbi, la solution burkinabé et les élections à temps ou anticipées. Voilà les 4 alternatives possibles. Alors nous allons les examiner très brièvement en 2-3 minutes et puis nous terminerons. 1. La révolution de palais de Kyungu et Co. C'est ce qu'ils appellent le G7. Pour moi, c'est une révolution de palais, pas plus. Il y a quelques semaines de cela, un groupe de caciques du régime a décidé en toute apparence de faire défection du régime de Kinshasa sous le prétexte que Kabila multiplie des manœuvres dilatoires pour changer la constitution et se présenter pour un 3e mandat. Curieusement, la lettre ouverte qui initie leur fronde affirme tout aussi haut et fort que leur action se justifie par le fait que le camp de Kabila a tout ce qu'il faut pour gagner les élections sans changer la constitution. C'est incroyable, hein?
J'espère que tout le monde avait vu cette contradiction manifeste. Deuxième alternative possible. Les faux pénaltys de Katumbi. Moïse Katumbi fut complice des deux premiers pénaltys. Il était complice du premier, il était complice du deuxième. Maintenant qu'il veut devenir calife à la place du calife, et ça je crois que c'est évident pour tout le monde, il fait semblant d'être innocent vis-à-vis des deux premiers pénaltys auxquels il avait participé. Je mets Moïse Katumbi dans le même sac que Fiumweko. Ils sont dans le même sac. Les rats qui quittent le navire pendant que le navire est en train de s'échapper. 3. La solution burkinabé. Là, je crois qu'il n'y a pas de dessin à faire. Tout le monde sait de quoi on parle ici. Et je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Ne dialoguez pas avec le glisseur, chassez-le. C'est ça la solution burkinabé. 4. Élections. Les avoir à temps. Mais peut-être le mieux serait de les avoir de manière anticipée. Et comment le peuple va forcer cette anticipation des élections? Point d'interrogation. Il est clair que le fameux G7 ainsi que Moïse Katumbi qui leur a emboîté le pas ne sont de fait que des gens qui quittent un navire en déperdition. Un navire qu'ils ont co-fabriqué. Le peuple congolais est-il à la hauteur de comprendre cela afin d'accomplir ce que celui des autres pays accomplit? Ainsi, nous entrerions de plein pied dans des élections anticipées et débarrassées d'un régime de tricheurs. Wait and see. Voilà, Bon, on va peut-être prendre 2 questions et puis on va... Je vais proposer 3 ateliers. Alors. 3 ateliers. Le premier atelier va avoir comme thème: pensez-vous que le président Tshisekedi était bien conseillé pour préconiser le dialogue? Ça, c'est le premier atelier. Donc, si vous répondez aux questions, vous dites, voilà, bon, je réponds à la question numéro 1, c'est-à-dire, moi, je sais que la question numéro 1, si je peux répéter pour vous, je le ferai. Pensez-vous que le président Tshisekedi était bien conseillé pour préconiser le dialogue? Vous avez suivi nos intervenants, ils ont parlé de l'opportunité du dialogue. Donc, c'est ça la question que je pose. Le deuxième atelier, c'est sur la Constitution, l'article 220. Pensez-vous qu'il se justifie de modifier la Constitution pour l'intérêt supérieur de la nation et permettre en conséquence l'érection d'un gouvernement dit de dialogue? Et le troisième atelier, c'est la question a trait, ou l'atelier a trait aux élections. Dans l'hypothèse où les élections ne se réalisent pas dans le délai imparti, quelle solution proposez-vous? Voilà les 3 panels que je nous propose pour que nous puissions en débattre. Vu les temps que nous avons sous la main, ça va nous permettre justement de circonscrire ce que M. Paul Belé a dit, ce que M. Kiringa vient de nous dire. Et là, nous aurons répondu à toutes les questions. J'ai dit, je vous remercie. Alors, voilà, Dominique Kabongo, j'habite Toronto, au cas de l'UDPS, Fédération Canada. Je réponds à la 3e question. Au cas où les élections ne se font pas dans le délai, moi je pense que la population s'est déjà pris en charge. Pour juste citer le président le 19, le 20, le 21 janvier, ils ont exprimé déjà leur ras-le-bol. Et ça, c'est juste un peu facile. Les gens se trompent quand les dialoguistes nous disent oui, mais qu'est-ce que vous proposez? Et si on ne va pas au dialogue? Non, mais on respecte la Constitution. On ne peut pas vouloir une chose, défendre une chose et son contraire. Non, on va à la Constitution. Et si eux n'ont pas eu cette responsabilité de pouvoir organiser les élections en temps, croyez-moi, le peuple congolais s'organise en conséquence. Et donc, dire que oui, on essaye d'éviter
comme ils appellent ça, un atterrissage en douceur. C'est du blabla, tout ça. De toute façon, atterrir, on va atterrir, que ce soit brutalement ou en douceur, on atterrira. Donc, il faut juste laisser le cours faire son temps. C'est même, pour moi, c'est une question, quand on pose cette question, je dis que c'est un faux fouillant, en fait. Parce que la population se prendra en charge. Et ils le disent déjà haut et fort. Si le 19 décembre, ce gouvernement-là est en place, on va se prendre en charge et dire que oui, un dialogue, comme ils préconisent, éviter les morts. Les morts, il y en a tous les jours. C'est triste, mais il y en a tous les jours. Ce n'est pas, c'est des événements qu'on peut anticiper qui arriveront s'il y a des émeutes ou un soulèvement populaire le 19 décembre, ces morts-là seront plus importantes que les autres. On accuse des morts tous les jours. Donc, moi, c'est pour ça que moi, dans l'une des solutions de notre pays, j'encourage tout le monde qu'on se dépasse de par notre parti, qu'on crée des liens avec tous les Congolais concernés, parce que ça prendra un effort collectif pour si jamais on doit en arriver là. Sylvain Kalala, je suis président fédéral honoré de l'UDPS Canada. Merci. Ouais. Bon, alors, si le peuple doit se prendre en charge devant le morceau que nous avons, je crois qu'il ne faut pas aller d'une manière hasardeuse. Là, on risque de ne pas arriver au résultat escompté. Si c'est vrai, cela c'est une solution pour notre pays, il faudrait que nous commencions dès à présent à préparer cela. Puisque de l'autre côté, Kabila voit ça. Il a essayé ce qui est arrivé au début du mois de janvier, la période du 19 je crois au 21. Il ne s'est pas arrêté seulement parce qu'il y a eu cette sortie. Il y a eu surtout l'appui aussi extérieur. Les gens qui ont condamné Kabila a eu peur de ça. Mais si vous observez aussi très bien, Kabila a essayé non seulement de désorganiser totalement l'armée congolaise, il a, depuis toute cette période-là, il a muté de chefs, il a placé des gens qui lui sont, disons, acquis, de manière à ce que ceci l'aide à pouvoir faire ce qu'il veut. Donc ça ne sera pas une chose facile. Donc ils se sont armés, il y a des cargaisons, des bateaux, où c'était plein d'armes, destinées au Congo. Vous savez, ils se cachent toujours, on ne dit rien. Mais ces armes-là, ce n'est pas par hasard. Ils veulent terroriser notre peuple, qui par malheur aussi. L'histoire fait que quand on en tue un peu là, contrairement à ce que nous voyons ailleurs, les gens tombent mais continuent à venir. Ça fait changer dans l'esprit de ceux qui vous envahissent. Mais il s'est fait malheureusement que notre peuple n'est pas comme ça. Surtout dans la période où on l'a appauvri, comme c'est la situation actuelle du Congo. Je pense que nous devons nous surpasser ici à l'extérieur. J'adopte pour ce que vous dites, aller au-delà de nos configurations de partis politiques. Nous devons nous assumer cette fois-là comme peuple congolais. Et nous, la diaspora ici, nous avons énormément de temps pour pouvoir anticiper ces choses. Ça doit se préparer. Vous savez, ce n'est pas par hasard. On nous a parlé des Filimbi. Je ne sais pas si vous avez eu. Ce sont les autres qui ont constaté qu'on n'était pas organisé. Ils sont allés sur le terrain pour essayer de miner ce terrain, de planter au moins des gens qui pourront servir le moment venu. Le pouvoir en place a eu peur, compris, on a arrêté de jeunes gens, ils sont présents. Mais nous, on a constaté, ici à l'extérieur, on a constaté, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que j'en appelle à votre conscience pour que vous puissiez vous élever et que nous puissions tous aller dans la direction de pouvoir aider notre peuple
pour finalement nous assumer de manière responsable. Merci. Je suis le représentant du docteur Noël Chani, je fais partie de son bureau politique. Alors, notre point de vue sur les dialogues est très simple. Le dialogue comme vertu, on l'accepte, les gens peuvent se parler. Et s'ils ont des choses à se dire, s'il faut, comme M. Kiringa l'a dit, complémentaire, pour ajouter des choses qui ne sont pas dites au Parlement, pourquoi pas deux frères peuvent se parler. Le président honoraire a dit qu'on doit mettre un système clair pour arriver à ces pouvoirs. On a tout essayé pendant des 50 ans de dictature, mais à un moment donné, il faut qu'on choisisse un homme de changement, un homme de rupture. Si aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'UDPS, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la dérive aujourd'hui, qui ont quitté les idéaux du parti, qui ont quitté la vision du parti. Et comme je l'ai dit, démographiquement, les Kassaïens constituent 15 à 20% de la population. Si nous réclamons les élections, nous plaçons un Kassaïen et que nous, le reste du pays, nous supportons cette personne, nous avons plus de chances à remporter les élections sans qu'il y ait de discussions. Et je vais ajouter quelque chose en finalité. Vous savez toujours, Kabila utilise toujours sur le plan médiatique, oh non, ils n'ont pas gagné les élections parce que les opposants ne sont pas mis ensemble. Au moins cette fois-ci, cet argument-là ne va pas tenir debout. Donc, faisons le bon combat, utilisons tout ce que nous avons, l'anthropologie, la sociologie, tout ça pour remporter. Et c'est ce que j'avais à dire. Donc, le dialogue pour nous, c'est une distraction aussi. Si les gens veulent faire ça, c'est leur problème. Nous demandons au peuple de réclamer les élections que nous allons remporter. Merci. Je m'appelle Colin Kamama, président de la cellule de Londres. La question que je voudrais vous poser, c'est concernant le dialogue qui soutient la communauté internationale. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de confusion au sein de la population congolaise qui ne comprennent pas. Alors, avez-vous vraiment une réponse qui pourra éclairer le peuple congolais derrière ces dialogues qui soutiennent la communauté internationale? Parce que nous refusons le dialogue aujourd'hui, c'est à cause du glissement. Mais qu'est-ce que la communauté internationale cache derrière ces dialogues? Ça, c'est la première question. Et puis notre parti, ça c'est la deuxième partie, c'est un parti démocratique. Et je pense que le glissement, non-glissement, c'est une stratégie. Mais je pense que nulle part, même pour ceux qui veulent aller aux élections, ne cherchent un débat des candidats à la présidence. Je ne sais pas, je n'ai pas une maîtrise de toute la constitution du Congo. Je ne sais pas si le débat des candidats à la présidence est inséré dans la constitution, parce qu'on ne parle pas de ça. C'est une stratégie aussi qui pourra vraiment permettre aux gens de voir qui sera notre chef demain. Le débat, c'est quelque chose que l'UDPS doit aller chercher pour mettre sur la feuille de route. Pas seulement élection apaisée, mais il y a d'autres éléments qui doivent renforcer notre démocratie. Parce que l'UDPS, c'est vraiment ces partis qui défendent la démocratie. Mais ces opposants ne parlent même pas ça. Au débat, c'est seulement élection. Mais nous devons grandir aussi avec cette démocratie. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je m'appelle Paul Balbena. Je suis le représentant de l'UDPS, représentant adjoint de l'UDPS. Bon, je crois qu'il faut comprendre une chose. Je crois que j'ai parlé ici de l'accord d'Elisabeth. Si la communauté internationale cherche à s'impliquer, c'est sur base des objectifs qui ont été contenus dans l'accord d'Elisabeth. Et même les initiateurs du dialogue, de l'actuel dialogue au Congo, ils se réfèrent toujours aux accords d'Elisabeth. Quels sont les objectifs de l'accord d'Elisabeth? L'ONU avait demandé au gouvernement congolais
d'entreprendre des réformes internes. Par des réformes internes, vous avez l'armée pour mettre fin à la guerre qui sévissait à l'est du Congo, faire le brassage de l'armée. Ça, ce sont des réformes internes. Et éventuellement des réformes qui étaient destinées à la vie politique du pays. Il demandait aussi la promotion des objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation du pays. Ça, ce sont les objectifs de l'accord d'Addis Abeba. Si vous suivez très bien, dans les déclarations qui ont été faites par le représentant de l'ONU au Congo, M. Kobler, il a dit ceci. Il a dit, les dialogues, oui, nous sommes pour les dialogues, mais que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Donc c'est pour vous dire qu'eux, ils veulent bien le dialogue, puisque ça fait partie des objectifs de leur accord. L'accord qui a été initié par l'ONU, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ces objectifs-là. Mais, toutefois, il faut mettre des garde-fous. C'est-à-dire que le pouvoir ne profite pas de ce dialogue pour pouvoir glisser et aller au-delà des délais constitutionnels, du moins pour les élections, ou le mandat du président qui est censé prendre fin en 2016.